Bonjour à tous, ou du moins à tous ceux qui sont arrivés. Aujourd'hui, on va parler du budget pour l'année prochaine 2025. Je serai accompagné d'Energy 3 Pro Watt que je vais présenter plus tard. On laisse le temps, comme d'habitude, à tout le monde d'arriver et on commence dans 2 3 minutes. Là, vous êtes tous en train de vous connecter. Je vois le compteur qui continue à tourner, donc on va attendre encore 2 minutes. À tout de suite. On va pouvoir débuter. Bonjour à tous et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on va parler de votre budget pour 2025 en se posant une question de savoir qu'est-ce qu'on doit prévoir pour son budget. Ce sera un webinaire que je vais présenter avec Energy 3 Pro Watt, que je vais vous présenter juste après. Alors, Energy 3 Pro Watt, je vais laisser Quentin et Frédéric se présenter, mais c'est un bureau d'études techniques qui est partenaire de Citron que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour bénéficier de leur expertise. Ils vont donc animer une partie du webinaire qu'on va décomposer en 3 parties, hein. On va d'abord parler, quand on parle d'énergie, de comment acheter l'énergie. Est-ce le bon moment? Comment se comporte le marché? Pour ensuite parler plutôt de la maîtrise des consommations d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut budgéter pour maîtriser ces consommations d'énergie, sans occulter la partie réglementaire, parce qu'on le sait, on est dans un contexte réglementaire qu'on pourrait qualifier de dynamique, mais aussi de mouvant, donc on va en parler pour enfin parler aussi de la formation, qui est un point essentiel quand on veut pouvoir mettre en œuvre une stratégie, bah, c'est d'avoir des gens compétents qui nous entourent. Et pour débuter, je vais laisser peut-être Quentin et Frédéric se présenter Énergie 3 Pro Watt et se présenter eux-mêmes. Vas-y, Quentin. Et donc, merci Guillaume pour cette petite introduction. Bonjour à tous. Donc, Quentin Faré, responsable du pôle achat d'énergie chez Énergie 3 Pro. Et en effet, on va aborder ensemble un peu toutes les problématiques de vos factures énergétiques que vous pouvez rencontrer sur 2024 et 2025. Et moi, je suis Frédéric Catrin, co-dirigeant d'Énergie 3 Pro Watt et je vous présenterai l'entreprise un petit peu juste après. Merci à tous les deux. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bon, vous êtes nombreux à être habitués à connaître la méthode, mais je la rappelle ici, les questions-réponses, c'est dans l'onglet Q&R où vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau. On y répondra à la fin du webinaire. Donc, vous savez, hein, ce webinaire est décomposé en 2 parties, une partie où on présente et une partie où on interagit avec vous en répondant aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et selon le nombre, on essaiera de répondre à l'intégralité de ces questions. Alors d'abord, plus dans le détail, Énergie 3 Pro Watt, qu'est-ce que c'est? Alors du coup, je prends 2 minutes, mais avant de vous dire qui on est, je vais vous dire pourquoi on existe. C'est toujours important de rappeler ce qui anime l'entreprise. Notre souhait à Christophe et à moi, donc on est deux dirigeants fondateurs de l'entreprise, c'est d'agir à notre niveau pour l'environnement et pour une économie durable. Euh, Ça veut dire avoir des actions en termes de coûts et de quantité d'énergie consommée
qui permettent à nos clients de prospérer. Parce que du coup, si j'ai plus de clients, j'ai plus d'entreprise. Donc du coup, c'est un vœu pieux, mais ça me sert à moi aussi. Et pour ce faire, on fait grandir nos salariés, on fait grandir nos clients. On a une vraie composante pédagogique sur laquelle on reviendra à la fin de la présentation. Ça, c'était le pourquoi. Et ensuite, le comment. Donc, le bureau d'études a été créé en 2005. On fête nos 20 ans l'année prochaine. On est une quarantaine de collaborateurs, tous avec l'environnement et la maîtrise de l'énergie chevillée au corps. On a 200 clients actifs ou récurrents et on gère aujourd'hui en toute indépendance. Et j'insiste sur le fait qu'on est complètement indépendant, un peu plus de 100 millions d'euros d'achat d'énergie à l'année. On est présent d'une manière nationale. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai déjà un petit peu dit, on optimise les achats d'énergie, donc acheter au meilleur moment, au meilleur coût. On réduit les quantités d'énergie consommées. On décarbone. On met de la méthodo avec l'ISO 50001. Mais on n'est pas uniquement des yaks à faucons. On est aussi capable d'accompagner les clients dans la mise en place de ces précaux avec la maîtrise d'œuvre et le suivi et le management des énergies. Voilà pourquoi, du coup, on a invité Énergie 3 Pro Watt. Alors, déjà, parce que Énergie 3 Pro Watt est partenaire de Citron, puisque utilisateur de nos solutions digitales, mais aussi parce qu'on va d'abord parler d'achat d'énergie, qui est, du coup, une des compétences fortes d'Énergie 3 Pro Watt. Et c'est un peu la première question qu'on va se poser après, c'est de savoir comment se comporte le marché aujourd'hui. Est-ce le bon moment pour acheter et sur quelle durée? On y revient juste après. Citron, vous nous connaissez pour la plupart d'entre vous. Nous, on est un bureau d'études qui a été créé un peu après, du coup, en 2011. Avec une mission qui était de faire des audits instrumentés pour identifier les dérives de consommation et sécuriser les temps de retour sur investissement. Et ensuite, on a évolué vers une solution digitale d'hypervision. Donc, on a conservé notre savoir-faire de bureau d'études qu'on a toujours pour faire des audits et de l'énergie management, plus notre logiciel d'hypervision qu'on utilise pour nos clients, mais aussi pour nos partenaires pour permettre de consolider les datas d'un grand parc immobilier et aider à la prise de décision et au maintien de la performance en termes de consommation énergétique dans la durée. Bon, quelques chiffres clés maintenant. Donc, je l'ai dit, 2011, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 162, quasiment équitablement répartis entre ceux dédiés à la tech et ceux dédiés à l'énergie ou à l'accompagnement de nos clients. Parce que c'est sûr que quand on fournit nos solutions digitales, il faut aussi un accompagnement smart building pour intégrer davantage de data et fiabiliser la qualité de la donnée. Je vais avancer là-dessus pour arriver très vite dans le cœur du sujet. Et donc, avant de se poser la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter gaz et électricité? Déjà, peut-être un petit rappel sur comment est composé le coût d'un électron. Tout à fait, merci Guillaume. C'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble, c'est que oui, il y a le bon moment d'acheter et du coup on regardera les cours des marchés de l'énergie, donc que ce soit l'électricité ou gaz avec la molécule, mais aussi faut s'intéresser à tout le reste de la facture, que ce soit électricité ou gaz, mais d'abord on s'intéressera à l'électricité avec l'acheminement et le mécanisme turc qui augmente et on en parlera un petit peu ensemble, et les taxes, en grande majorité la CSPE, donc la contribution au service public d'électricité qui aussi fait fort débat en ce moment à l'Assemblée nationale et qu'on évoquera un petit peu ensemble. Sujet d'actualité, en effet. Alors, d'abord, l'électron. Alors tout à fait, on a tenu à vous rappeler un petit peu qu'est-ce qui s'était passé sur les 3 dernières années. Alors pourquoi? Parce que vous le voyez sur les courbes qu'on voit juste à l'écran, on a eu un marché qui était extrêmement volatile avec une forte crise des marchés, en particulier pendant l'été 2022 où on a atteint sur l'électricité plus de 1000 euros mégawattheure. Alors ça avait plusieurs causes. En grande majorité, c'était un manque de disponibilité nucléaire suite à des événements de corrosion sur certains réacteurs et avec aussi la guerre Ukraine-Russie qui a eu un fort impact. On va pas revenir sur le détail aujourd'hui, mais ce qu'on tenait à souligner par rapport à ce graphe, c'est qu'on est revenu, on le voit sur la fin de la courbe, à des niveaux beaucoup plus intéressants. Et on va le voir sur le graphe juste après, si tu peux, voilà, où on a zoomé sur les 12 derniers mois. Pourquoi? Tout simplement pour vous montrer qu'on est revenu à des niveaux presque d'avant-crise, mais pas complètement. On a aujourd'hui une molécule d'électricité qui se situe entre 60 et 80 euros au mégawattheure. Et il semble que ce 60 euros, quand on regarde l'historique des 6 derniers mois, soit un bon prix technique. Alors, qu'est-ce qui vient nous confirmer? C'est aussi les éléments de la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, qui aujourd'hui évoque un coût total de production du nucléaire autour de 60 euros pour les années 2026 à 2030. Donc, ça vient corroborer cette hypothèse qui semble nous dire que c'est un bon prix pour acheter. La deuxième chose qu'on voulait évoquer par rapport à cette slide, c'était le fait qu'à court terme,
les cours sont un petit peu plus volatiles. On le voit avec le cours en bleu, qui est le cours pour l'année 2025, qui réagit beaucoup plus aux effets d'annonce. Et ce sera le cas pour les cours 2026 quand on sera en 2025. Donc, c'est l'élément qui nous fait dire qu'il faut anticiper au maximum. Il faut prévoir à long terme et pas attendre la dernière année avant de contractualiser pour les années futures. Voilà un petit peu les éléments qu'on voulait retenir de ce slide. Et en conclusion, là, vous voyez qu'on a une espèce d'asymptote, hein, comme le disait Quentin, sur les 60, 70 euros du mégawattheure sur le baseload. La courbe que vous voyez en noir, c'était l'arène qui était à 42 euros. Pré-crise, le marché allait flirter avec cette arène à 42 euros, entre 40 et 50. C'est fini, donc il faut plus s'attendre à avoir les prix pré-crise. Aujourd'hui, on signera à des prix qui seront plus élevés, c'est sûr. Il faut l'accepter. Par contre, il y a une vraie surveillance des marchés qui est à mettre en place pour signer au bon moment et pas signer au niveau du 1000 qu'on a dit tout à l'heure. Ok, donc là, ce qu'on se dit pour résumer, c'est que 60 euros, c'est un prix cible qui est intéressant pour les 3 prochaines années. Et il y a un sujet dont tu m'as parlé, Frédéric, c'est aussi de sécuriser l'achat en mettant des règles justement pour acheter au bon moment, pas simplement viser le 60 euros. Je peux peut-être Ouais, revenir. bonne remarque. En fait, on a souvent l'impression, c'est comme pour les vacances, hein. On se dit, je vais prendre une semaine de vacances en Corse à 1000 euros la semaine et c'est mon objectif. Après, il faut se fixer un objectif, mais il faut aussi se fixer un plafond. C'est-à-dire que on essaye d'acheter à un prix optimisé vers le bas, mais par contre, il faut se fixer une limite. Parce que si vous attendez pour booker votre semaine en Corse la veille du départ, vous allez peut-être la payer 2, 3, 4 ou 5 000 euros. Mais comme vous avez promis à la famille d'y aller, vous allez payer ce prix-là. C'est pareil pour l'énergie. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif, mais on se fixe aussi un plafond. Et quand on tape l'un des deux, eh ben, on se pose la question de prendre une décision. Ouais, je pense que ça fait écho à certains de nos clients respectifs qui, quand justement on a atteint ce pic à un moment donné, ont attendu pour acheter, ne voulant pas le faire mi-2022, et finalement la situation s'améliorait pas forcément sur le second semestre. Donc c'est sûr que cette règle de gestion, de se dire je me mets une cible avec une tolérance, disons, c'est sûrement la bonne pratique pour acheter peu ou prou autour de la cible, quoi. Ouais, ça sécurise. Très bien, maintenant on a parlé de ça, on va parler de tout ce qui va autour de l'électron, et là on est en train, on en parle encore un petit peu de l'arène, là je vois. Tout à Ouais. fait. L'AREN, donc, qu'a évoqué rapidement Frédéric, qui est un mécanisme qui va voir sa fin en fin 2025, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on l'évoque. Alors, pour rappel, très rapidement, l'AREN, ça vous permettait, c'était un mécanisme qui vous permettait de profiter du mix énergétique français et donc de la forte production nucléaire avec à ce moment-là un coût qui avait été fixé à 42 euros. Donc, ça vous permettait d'avoir une partie de votre prix à 42 euros. Le problème de l'AREN, c'est que vous aviez une partie de votre prix à 42 euros, une partie marché, mais au vu du fait que beaucoup de clients demandent de l'arène, à la fin de l'année, il y avait un mécanisme d'écrêtement, là on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais qui donnait de l'incertitude et qui faisait qu'à la fin de l'année, ben, il y avait une incertitude qui était créée par ce mécanisme-là. Ça a provoqué beaucoup de grosses problématiques, en particulier pendant la crise de l'énergie. Et donc, ce mécanisme qui allait voir le jour en fin 2025 fait aujourd'hui l'objet de forts débats. Et la composante qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas qui est la volonté étatique et d'EDF, ce serait de réorienter ce mécanisme avec un mécanisme de redistribution des revenus d'EDF. Alors, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, on ne va pas rentrer non plus dans le détail aujourd'hui, parce que c'est en fort en plus débat à l'Assemblée nationale, mais c'est qu'on n'aurait plus cette incertitude à la fin de l'année, mais plutôt, enfin, en tout cas, pas d'incertitude négative, mais une incertitude positive. C'est-à-dire que le prix contrat que vous signeriez, ce serait le pire prix que vous pourriez signer, et à la fin de l'année, vous auriez une redistribution en fonction des revenus d'EDF. En résumé, la mauvaise nouvelle sur les 2, 3 dernières années de l'écrêtement se transformerait en bonne nouvelle avec le nouveau mécanisme, et celui-là, il n'est pas entériné. Je rajouterais juste une chose, c'est qu'avec l'arrivée des énergies renouvelables sur le marché, il y a une forte prime aujourd'hui à la flexibilité de consommation. Donc, plus on sera capable de prévoir notre consommation, voire de la faire évoluer en fonction de ce qui est amené sur le réseau, plus les prix pourront être optimisés. Bon, ça nous fera un lien plus tard quand on parlera de maîtrise des énergies. Mais avant ça, on va parler de taxes cette fois. C'est ça, donc, tout augmente, on va le voir très rapidement, et dont donc la CSPE, donc la contribution au service public d'électricité, qui pour rappel avait été à des taux fortement réduits pendant la crise, donc c'est ce qu'on avait appelé le bouclier tarifaire, ce qui avait coûté à l'État, pour vous donner un ordre d'idée, 8 milliards d'euros. Et depuis le début 2024, ces taux ont remonté, sauf qu'aujourd'hui, les faits État de les remonter encore. Donc ils étaient à une vingtaine d'euros au mégawattheure en 2024, et aujourd'hui, dans le projet de loi de finances, il est fait état de 5 à 25 euros supplémentaires. Alors, pour vous donner un ordre d'idée sur la facture,
on était plutôt à une vingtaine de pourcents, on passerait à 30-35%. C'est un impact assez énorme et sur lequel vous n'avez aucune maîtrise. Donc, c'est ça qui est assez compliqué à prendre en compte. Profite, là, je vois que les questions sont en train d'arriver. N'hésitez pas, on n'y répond pas au fil de l'eau, mais on y reviendra en fin de webinaire. Donc là, les premières questions arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez un peu plus de détails ou s'il y a une incompréhension autour des slides. C'est vrai qu'on essaye de vulgariser des sujets, mais qui sont techniques et fiscaux et en plus en débat. Donc, il serait légitime qu'il y ait quelques questions. Après la CSPE, on va parler un peu aussi du TURP. Exactement. Et c'est une autre composante qui n'est pas fonction de votre contrat directement et qui augmente chaque année. Alors plutôt au 1er août, normalement, 1er août de chaque année. Alors cette année, c'est un petit peu particulier. L'État avait évoqué plutôt une baisse des factures en juillet. Donc pour ne pas être en contradiction avec ça, ben, l'augmentation n'aura pas lieu au 1er août, mais au 1er novembre de 5%. Donc c'est aussi une donnée à prendre en compte dans votre budget parce que c'est un impact qui n'est pas négligeable. Et surtout, en mi-2025, on devra avoir une augmentation beaucoup plus importante, de l'ordre d'une dizaine à une quinzaine de pourcents d'après la Creux. Alors pourquoi? Parce que comme l'a dit Frédéric, on est passé à un mix qui est quand même beaucoup plus renouvelable et ça nécessite certaines infrastructures de raccordement réseau et ce genre de choses et il faut le prendre en compte dans le mécanisme d'acheminement de l'électricité. Si, Là, on voit. si... Ouais, Pardon, vas-y, Bruno. Guillaume. Non, non, je disais, je vois le camembert et là, on est d'accord que ça, c'est à aujourd'hui, mais du coup, ce qu'on peut imaginer, où on voit déjà que les taxes et le TURP prennent quand même une part importante, ça va devenir encore plus important, du coup, sous 2 ans, C'est presque ça, comme surtout avec une diminution du prix de l'électron. Donc, on va avoir un camembert qui finalement devient presque moitié taxe et acheminement et moitié électron. Hmm. Donc, du coup, la répartition qu'on avait pré-crise, où on disait l'électricité coûte à peu près 100 euros et on avait 50 euros d'un côté, c'était l'électron, et on avait 25 et 25, respectivement, le TURP et la taxe. Bah, aujourd'hui, on voit que la partie électron a augmenté, c'est plus 50, mais c'est plutôt 70, 80, 90, et le reste a aussi augmenté. Donc, ça rebat les cartes. En résumé, ça augmente, ça a augmenté et ça va continuer à augmenter. Ouais, donc intérêt de bien acheter, c'est vrai, mais aussi de maîtriser la quantité d'électrons qu'on consomme. On y revient juste après. Un dernier point qu'on peut dire justement sur le TURP en tant que conseil, pensez à votre puissance souscrite. C'est vrai que c'est un élément qui est hyper important et qui permet d'optimiser votre partie fixe de l'acheminement et c'est le seul levier que vous avez sur l'acheminement. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier tous les 6 mois, tous les ans, bien vérifier que la puissance souscrite correspond à la puissance que vous tirez parce que ça va vite de payer des frais qui sont inutiles. Ouais. Votre fournisseur d'énergie vous le doit, mais en règle générale, si vous, lui demandez, si vous ne lui demandez pas, il ne vous le fait pas. Donc, mais par contre, c'est un dû. Et on est d'accord que souvent, ce qui est fait, c'est on ramène la puissance souscrite à la pointe maximale atteinte, et la bonne pratique là-dessus, ce serait d'aller un peu plus loin. Finalement, est-ce que j'ai tort de dire qu'une bonne puissance souscrite, ça veut dire qu'on doit payer ponctuellement une pénalité parce qu'on l'a Ouais, souscrit à la pointe? très, très bonne remarque. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, plus jeunes que moi, ils vont peut-être pas tout comprendre, mais c'est comme les forfaits téléphoniques, en fait. À l'époque, on avait des forfaits limités. Si on consommait 2h10, 2h15, il valait mieux prendre un forfait 2 heures et payer de la pénalité plutôt que prendre un forfait 3 heures. Donc, c'est pareil pour le TURP. Effectivement, il faut accepter un petit peu de dépassement pour être optimisé. Très bonne remarque, Guillaume. Ok. On passe au gaz, autre Gaz. sujet. Tout à fait, avec les mêmes composantes, hein, alors plus ou moins, mais donc avec le coût de la molécule, on va y revenir très rapidement, et l'acheminement et les taxes, avec là, cette fois-ci, on parlera pas de CSPE, mais de TICGN, a augmenté, et on verra un petit peu comment elle risque d'évoluer. Donc pour ce qui est de la molécule, on a plus ou moins le même graphe qu'en électricité sur les 3 dernières années, avec une forte augmentation pendant la crise de 2022, alors surtout dû au conflit Ukraine-Russie, mais du coup qui a engendré un changement dans notre mécanisme d'approvisionnement. Pardon. On est passé d'un gaz plutôt en gazoduc à un gaz qui maintenant vient plutôt de type GNL, donc gaz naturel liquéfié. Comme pour l'électricité, on est revenu à des prix beaucoup plus intéressants. Mais je pense qu'on peut passer au graphe suivant pour bien le voir. Euh, on a un prix plancher qui est, comme pour l'électricité, différent du prix plancher qu'il y avait avant. Avant, on parlait plutôt de 15 euros au mégawattheure, en gros, et aujourd'hui, on est plutôt sur 25-20 euros du mégawattheure. Pourquoi? Parce que ben, le coût de liquéfaction, le coût de regasification, fait que le coût structurel du gaz a augmenté et donc le prix plancher n'est plus le même. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en plus, c'est un marché qui est presque plus volatile que l'électricité, en tout cas qui pourrait l'être à long terme, à cause du fait que
on est complètement dépendant des pays extérieurs. Donc les conflits différents et variés, je prends les deux exemples actuels du moment, mais le conflit au Moyen-Orient ou le conflit Ukraine-Russie, ont un impact fort et on le voit sur les 6 derniers mois. Alors, je rajouterai un truc, vous avez vu les deux courbes, hein, élec et gaz, elles sont très très proches l'une de l'autre. Alors, même si en France, on n'est pas très dépendant du gaz pour notre électricité, mais comme on est sur un marché européen, tout est lié. Et en fait, quand vous regardez le prix maximum de l'élec, il est monté jusqu'à 1000. Le prix maximum du gaz, il est monté à 300. On vous a dit qu'il y avait une résistance entre 60 et 70 sur l'élec, et on vous dit qu'il y a une résistance aux alentours de 20-25 sur le gaz. Il y a un rapport 3. Et quand on prend ce rapport 3, en fait, c'est le rendement d'une centrale thermique. C'est-à-dire qu'une centrale thermique, on lui met 3 de gaz, elle produit un d'élec. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette corrélation entre les deux, parce que quand on a besoin d'énergie élec, eh ben, les dernières centrales qu'on va allumer, c'est les centrales thermiques qui fonctionnent au gaz. Ouais, d'accord. Pour répondre à la demande, oui, c'est sûr qu'on a besoin de centrales thermiques pour aller chercher justement le complément dont on a besoin en fonction Ouais. des profils appelés, quoi. Quand on Ok, n'a plus de soleil et quand on n'a plus d'éolien, à un moment donné, il faut bien lancer quelque chose. c'est vrai que c'est mal fait, mais quand on a le plus besoin à 17 heures en hiver, souvent il y a un peu moins de soleil et il n'y a pas beaucoup de vent quand il fait très froid, donc il y a quand même un besoin complémentaire. C'est Euh, ça. du coup, si là j'interprète, là où on est tombé à 15 euros à un moment donné par du gaz issu de pipeline, entre guillemets, on peut se dire que c'est un raccourci de se dire que ça coûte 10 euros de plus maintenant qu'on le fait venir en bateau de manière liquéfiée. Ouais, ouais, en gros, ce qu'on a vu, cette résistance, elle est un peu technique, mais surtout économique. C'est-à-dire que ça coûte à peu près 15 de l'extraire. Le gaz de schiste, qui est beaucoup amené en Europe aujourd'hui des États-Unis, il coûte un petit peu plus cher pour être compressé en GNL et pour être transporté. Et ce 10 euros supplémentaire, ça correspond bien à ce surcoût. C'est pour ça que quand on passe en dessous des 25 et des 20, en fait, ils arrêtent de produire aux États-Unis. Et donc, du coup, bah, ça fait remonter par effet le prix du marché. Ok, Donc, ce très qu'on ce clair. qu'on peut conclure, c'est que c'est. Alors là, on est à des niveaux un petit peu plus importants, mais que ça, à partir du moment où on touche ces niveaux, et on l'a vu en février, c'est un bon prix pour acheter. Donc là, on voit déjà que sur 2027, on peut se poser la question. Alors, il y a un peu plus de volatilité à court terme dû aux événements extérieurs qu'on a actuellement, mais il faut déjà se poser la question à long terme. Ok, on arrive sur la TICGN. Alors, tout à fait. Et donc, la TICGN, et je pense que beaucoup l'ont vu dans vos factures l'année dernière, elle a doublé, en fait. Elle est passée de 8,37 à 16,37. Donc, ça a eu un impact assez énorme sur les factures de gaz. Ce qui est aujourd'hui projeté au projet de loi de finances, c'est plutôt une diminution, mais une diminution qui fait énormément débat et je pense qu'il ne restera pas en l'état, puisque ce serait presque un contresens écologique, si je puis dire, puisque ben, on cherche à électrifier la plupart des choses à passer sur une consommation plutôt électrique et donc de plus taxer l'électricité que le gaz, ça paraîtrait très peu cohérent. Donc je pense que ça, à minima, ça restera à 16,37 et peut-être que même il y aura également une augmentation sur la TICGN, même si on n'a pas forcément les éléments aujourd'hui. Ouais, donc c'est-à-dire que là, il y a des débats pour la baisser, alors que philosophiquement, on s'attendrait plutôt à une hausse, donc il y a un peu d'incertitude quand même sur cette partie, quoi. C'est ça, exactement. Et surtout qu'on n'a pas eu le débat philosophique, mais c'est vrai que le gaz, déjà, bon, bah, c'est une énergie de transition, on se l'est déjà dit, mais si en plus on se dit que maintenant que le gaz est essentiellement de schiste, ça renforce ce constat. Enfin, je crois qu'on peut se dire que du gaz de schiste, ça nécessiterait d'être davantage taxé encore pour accélérer le changement d'énergie, quoi. On est d'accord. Complètement. On arrive sur le transport et la distribution. Tout à fait. Ben, comme pour l'électricité, et là, ça prend encore plus son sens avec, comme on l'a dit, hein, le changement complet de structure d'approvisionnement. Et ben, en termes d'infrastructure, il y a des dépenses très importantes qui ont été effectuées. Et donc, en fait, dès cette année, en 2024, au 1er avril et au 1er juillet, on a vu la distribution et le transport augmenter entre 20 et 25%. Donc, c'est dès maintenant, vous devez commencer à le voir sur vos factures et vous risquez de le ressentir encore pendant un moment et puis ça va continuer d'augmenter. Donc, chaque année, au 1er juillet, au 1er avril. Alors, là, c'était une révision globale du mécanisme, donc c'est pour ça qu'il y a eu une aussi forte augmentation. Mais comme pour le turc en électricité, chaque année, il y a 3, 4, 5% d'augmentation en fonction de différents paramètres, dont l'inflation. Donc, encore une fois, on s'attend à pas mal d'augmentation et c'est des choses à prendre en compte et à budgétiser dès maintenant. Ouais, puis on voit à droite que là, pour le coup, c'est équitablement réparti. Donc, bien acheté, c'est important, mais ça ne pèse que sur la moitié du coût finalement consolidé du mégawattheure. Donc là encore, on est sur un sujet où il faut réduire les consommations d'abord et ensuite essayer de bien acheter la part qui est négociable, c'est à savoir la fourniture. La fourniture, ouais. Ok, et ben, On est très bon. clair. Donc là, on commence à parler des solutions.
Mais Ouais, en résumé, nous, ce qu'on dit, c'est que ce soit pour le gaz ou l'électricité, il ne faut pas uniquement s'occuper du prix d'électron ou de la molécule, mais il faut vraiment s'occuper de tout ce qui va autour, parce qu'on voit que tout augmente, donc tout a un impact. Mais surtout, et c'est ce dont tu vas nous parler après, c'est bien d'optimiser le prix, mais par contre, il faut surtout optimiser la quantité d'énergie consommée, parce que là, du coup, on réduit les quantités, on réduit la facture. ouais, complètement, c'est vrai que de bien acheter, de bien contrôler ses puissances souscrites, c'est l'hygiène et ça reste des économies qui sont essentielles et qu'il faut faire, hein. On aurait tort de ne pas le faire. Mais la vraie action long terme, bah, c'est de challenger son mix énergétique, de challenger ses consommations. Et c'est ce dont on va parler en deuxième partie, puisqu'on évoque aujourd'hui le budget, c'est de maîtriser ses consommations. Donc là, on va clôturer cette première partie, on reviendra aux questions-réponses après sur comment acheter l'énergie. Donc là, on vous a donné quelques éléments. Globalement, c'est un moment qui est assez opportun pour les 3 prochaines années pour sécuriser ses achats avec un budget à la fois maîtrisé et qui est estimé comme bon à date. Et maintenant, on va vous parler d'optimiser les quantités. Donc, pour optimiser les quantités, alors ça va sans dire, mais on va le redire quand même, connaître, c'est mesurer. Donc, la première étape, c'est bien sûr de connaître ses consommations. Donc là, on a mis un diagramme de Sankey, un fromage de répartition par usage. L'idée, pour ceux qui n'ont pas encore été dotés, c'est de mettre en place des outils pour pouvoir justement connaître son patrimoine et où sont les consommations pour prendre les bonnes décisions quant à la baisse effective des consommations. Ça, c'est un peu un prérequis qui est de mesurer pour pouvoir ensuite suivre ces énergies. Dans le contexte budgétaire qu'on évoque, on ne peut pas faire fi de la réglementation. Parce qu'on l'a dit dans notre secteur, qui est l'énergie, l'environnement, il y a beaucoup de réglementations qui sont en place et on en débat de nouvelles régulièrement. Là, on a résumé les trois plus importantes, celles qui impactent le plus fortement le marché en ce moment. La première, elle est connue depuis 2016, hein, c'est de faire son audit énergétique réglementaire. Donc là, le sujet, c'est sur un panel représentatif, hein, il y a un échantillonnage à faire, c'est de faire des audits énergétiques pour identifier des actions permettant la baisse des consommations selon un cahier des charges qui a été normé. Et ça, vous avez une obligation de le faire tous les 4 ans depuis 2016. Voilà, je vous invite à regarder parce qu'il y avait eu un peu de retard à l'allumage, si j'ose dire. Donc certains l'ont fait un peu plus tardivement. Donc votre renouvellement peut être en 2024 comme en 2025 comme en 2026. Mais globalement, tous les 4 ans, vous avez un enjeu de renouvellement d'audit où là, vous pouvez en profiter, je crois, pour auditer d'autres bâtiments, pour venir étayer, et on viendra après sur le sujet, votre schéma directeur énergie, parce que de refaire l'audit qui a déjà été réalisé et réduire ses coûts, bon, bah, ok, d'un instant T, c'est moins onéreux, mais ça ne permet pas de se donner les armes pour avoir un vrai schéma directeur énergie qui sera indispensable pour les autres réglementations que je vais évoquer. Le décret BAX, alors la première échéance, c'est demain, hein, c'est le 1er janvier 2025. Donc on va revenir sur cette réglementation. Aujourd'hui, là, les derniers chiffres que je lisais, c'était à peu près 20% du parc qui était en compliance avec cette réglementation. Donc autant se dire les choses, il y a encore beaucoup de travail à faire pour se mettre en conformité avec le décret BAX, y compris sur la première échéance, qui sont les plus grosses puissances. Donc là, il y a une nécessité de vérifier son assujettissement, hein, déjà, hein, savoir quelle est la proportion de son parc qui est soumis à horizon 2025 et 2027, et puis ensuite déterminer une stratégie pour mettre à jour son plan de sous-comptage et de pilotage. Tout ça, finalement, ça s'inscrit dans quelque chose qui est plus global, c'est le décret tertiaire. Ça, maintenant, vous en a beaucoup parlé. On est passé d'une obligation de déclaration, hein, qui était déjà un gros enjeu pour vous tous, de collecter vos données pour les transmettre à Opérat. Et on arrive maintenant à une obligation de résultat à horizon 2030. Alors, c'est pas demain, mais c'est après-demain quand même, d'une baisse effective des consommations importante, hein, puisque 40%, hein, si je prends la valeur relative comme ça brute. Donc il y a un véritable enjeu et on s'en rapproche. Mais il y a un lien entre ces trois réglementations, évidemment. Moi, ce que j'aime souvent à dire, c'est que le décret BAC, c'est finalement la première figure imposée du décret tertiaire. Pour atteindre ces 40 premiers pourcents, globalement, il va falloir mettre en œuvre des actions de sobriété, on y reviendra après. Donc là, il y a du comportemental, il faut mesurer les consommations, donc on a aussi besoin de sous-comptage. Et il faut aussi automatiser les bâtiments pour qu'ils aient un comportement intelligent en fonction de l'usage du bâtiment. Donc la mise en place de ces outils de pilotage, que ce soit sous comptage ou GTB, sont indispensables à l'atteinte des ambitions du décret tertiaire. Alors là, il y a plusieurs ratios, hein, mais entre 10 et 25% d'économie, c'est forcément un pas important vers l'ambition à 40%.
et l'audit énergétique, parce que pour structurer sa démarche dans le cadre du décret tertiaire à horizon 2030, mais aussi 40 et 50, et bien pour ça, il faut avoir fait des audits pour pouvoir faire un schéma directeur énergétique qui permet de structurer son approche et voir qu'est-ce que je mets en œuvre concrètement pour atteindre mes ambitions en fonction des différentes échéances et de mon point de départ. Je reviens très brièvement sur le décret Bax, mais on a fait plein de webinaires dédiés à ça. On a beaucoup parlé dans la journée de l'énergie management dernièrement. Donc là, juste brièvement, 1er janvier 2025, c'est pour les 290 kilowatts de puissance CVC installés. Donc ça, c'est important. Donc il faut calculer son assujettissement. Vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on puisse faire cet exercice en regardant votre patrimoine, mais globalement, en fonction de votre surface, de l'emplacement, parce qu'en général, effectivement, c'est pas pareil dans le nord où on est en H1 ou dans le sud où on est en H3, on est capable déjà de présumer quelle est la part de votre parc qui est probablement soumis. Et ensuite, on se doit d'investiguer pour vérifier que vous êtes soumis et voir quel est le bon système à mettre en œuvre puisque vous le savez, il y a plusieurs GTB et en fonction de l'assiette de consommation énergétique et de ce qui est en place, il y a plusieurs réponses possibles. Ce qui est sûr, c'est que le TRI ne doit être supérieur à 10 ans, sans quoi vous êtes potentiellement exonéré. Mais il faut d'abord s'assurer que même avec une étiquette classe C sur une GTB, vous soyez supérieur à 10 ans, ce qui est assez rare finalement. Donc voilà, il y a un vrai sujet de savoir est-ce que je suis assujetti et là aussi, quelle stratégie je mets en œuvre en raison de 2025 puis 2027. On y reviendra. En parlant du décret tertiaire, je suis parti du principe que vous le connaissiez tous, mais il y a un point qu'on avait un peu oublié pour certains, donc que je rappelle, c'est la capacité de faire des dossiers techniques de modulation. Euh, on est en capacité aujourd'hui de moduler les objectifs dans certains cas. Donc là, on a listé quelques cas, hein, globalement des contraintes techniques. Vous voyez, si on vous dit il faut enlever votre chauffe gaz pour mettre une pompe à chaleur en toiture, il y a quand même une question, est-ce que je peux mettre une pompe à chaleur en toiture? Donc là, il y a des enjeux structuraux par rapport au bâtiment qui peuvent parfois rendre impossible la mise en œuvre de cette solution. Architectural aussi, parce qu'on peut difficilement imaginer préconiser une isolation par l'extérieur de bâtiments haussmanniens, par exemple, ce serait probablement peu pertinent. Et puis, c'est d'ailleurs d'abord protégé, évidemment, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut là-dessus. Donc voilà, ça c'est un point important. Et surtout, il y a le ROI, de la même manière que j'en ai parlé pour le décret Bax, et on voit que c'est lié, hein, là aussi les 10 ans apparaissent, hein, vous le voyez. Il y a aussi une notion de 15 ans et de 30 ans. 15 ans quand on parle des équipements de production et 30 ans quand on parle de l'enveloppe du bâtiment. Ce qui veut dire que si on a des TRI qui sont trop importants, on peut être exonéré de l'action. On a 2025-2026 pour faire ces audits. Donc, je voulais vous le rappeler aujourd'hui. Ça peut être l'occasion aussi de choisir ces audits énergétiques en fonction de ces sites où vous pensez pouvoir éventuellement moduler. L'API Opérate, c'est juste une petite mise à jour, un petit rappel, et puis un petit clin d'œil aussi, c'est que l'API Opérate est fonctionnelle. Alors, on l'a attendu, je le dis quand même, parce qu'elle n'est pas sortie tout à fait à la date qu'on avait escomptée, mais elle est présente. On a été les premiers à développer cette API qui est bidirectionnelle. Donc là, vous le voyez dans le screenshot, et c'est intéressant parce qu'on peut récupérer l'historique des déclarations sur les années passées et faire maintenant les déclarations par API. Donc là où avant, pour nos clients, vous le savez, il nous fallait exporter pour réimporter. On peut le faire directement depuis notre outil et suivre l'avancement. Et on a aussi des solutions du coup dans l'outil pour s'assurer est-ce que c'est fiable de déclarer en comparant des données distributeurs et fournisseurs par exemple avant d'appuyer sur le bouton déclaration. Donc voilà, c'est un vrai plus pour avoir un meilleur suivi, pour déclarer plus facilement et pour ensuite convertir toutes ces déclarations en schéma directeur et voir comment est-ce qu'on avance par rapport aux enjeux du décret tertiaire. Ce qu'on n'a pas encore et qu'on attend dans l'API, c'est d'avoir les certificats comme quoi on a bien déposé et l'avancement de la notation éco-tertiaire. Mais ça viendra. Et même un peu plus tard, on devrait même avoir les ratios moyens de consommation par typologie de site, ce qui vous permettra de vous étalonner non pas que en fonction de votre parc, mais aussi en fonction de l'ensemble des bâtiments comparables français soumis au décret tertiaire. Voilà, plus un clin d'œil, mais pour nos clients qui n'ont pas encore activé chez nous les fonctionnalités et modules décret tertiaire, c'est peut-être l'occasion. Et pour ceux qui cherchent des solutions pour déclarer plus facilement, sachez qu'on a une réponse. On va arriver dans le cœur du sujet parce que il faut surtout manager ses consommations. Et donc, à la question quel budget investir pour maximiser les économies, on a fait un exercice avec Énergie 3 Pro Watt, on va vous présenter ça, de nos expériences communes, d'essayer de voir globalement combien il faut investir pour espérer combien. Ça va être un peu le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Là, nous, on va parler d'énergie management. On l'a regroupé en 5 grandes prestations. Des prestations assez simples hein, de reporting énergétique, parce que connaître, c'est mesurer, mais c'est aussi d'avoir conscience de ses consommations. Donc, l'énergie management, c'est aussi vous accompagner pour connaître et rendre compte de vos consommations. On a une partie aussi, évidemment, déclaration réglementaire, hein, je viens de l'évoquer, hein, mais il y a pas mal de déclarations attenantes au métier de l'énergie. Donc ça, c'est des blocs d'énergie management
qui permettent plutôt d'être en conformité et de connaître son patrimoine. Ensuite, quand il s'agit d'agir, il y a trois autres blocs. On voit celui attenant à la sobriété. Donc là, on l'a vu, hein, on ne savait pas trop combien on pouvait gagner avec des actions de sobriété énergétique. Liées au conflit en Ukraine, on a vu qu'il y avait eu une baisse de 11% des consommations globalement. Donc ça donne un peu, à peu près un volume qu'on pourrait escompter grâce à des actions de sobriété qui consistent globalement à réduire son besoin en challengeant un petit peu son niveau de confort escompté, par exemple, dans les bâtiments. Il y a aussi toutes les notions d'efficacité énergétique qui sont importantes, de voir comment est-ce qu'on peut détecter les gaspillages, optimiser aussi les rendements de production et de distribution dans son bâtiment pour faire qu'on a besoin de moins d'énergie primaire, finalement, gaz ou électricité, pour avoir de la chaleur, du froid, une énergie utile en sortie. Et stratégie énergétique aussi, où là, le sujet, c'est de se dire, au-delà des actions quotidiennes, comment je projette mon patrimoine dans 10 ans par rapport au décret tertiaire ou dans 20 ans, ou par rapport au net zéro dans 20 ou 30 ans, et quelle est ma trajectoire réelle? Est-ce que les actions que j'ai mises en œuvre ont bien les retours sur investissement qu'on avait escomptés? On va détailler deux, trois points et donner des budgets. Donc, pour ce qui est de la première étape, je l'ai dit tout à l'heure, connaître, c'est mesurer, c'est de mettre en œuvre un EMS qu'on appelle de plus en plus BMS. Donc, Energy Management System ou Building Management System, parce qu'on est passé d'une simple agrégation de données énergétiques à quelque chose de plus large. Aujourd'hui, dans des outils comme les nôtres, comme Citron, on vient aussi agréger des données autour des chaufferies, autour des automates, des GTB, du sous-comptage, de la production solaire, des bornes de recharge, enfin, tout un tas d'autres sujets attenants à la consommation énergétique qui permettent de suivre finalement la performance de ces installations en termes à la fois de sobriété et d'efficacité. Donc là, on a mis quelques exemples, hein, mais agréger les données, détecter les dérives, suivre le décret tertiaire, mettre en place des actions et suivre aussi la conduite et l'exploitation. Il y a évidemment un lien fort entre la qualité de la maintenance qui est mise en œuvre sur le site, mais aussi la conduite de la part de l'exploitant. Et ça, de nombreux partenaires vous accompagnent, Porteur Citron, dans la maintenance et l'exploitation de vos sites. Mais faut-il encore avoir effectivement une notion de conduite dans les contrats? Le budget prévisionnel qu'on a mis ici, ça dépend de la taille de votre parc, mais globalement, c'est 1 à 2 de votre budget énergie pour mettre en place ces outils-là, mais aussi des sondes de température ou des IoT et du sous-comptage. Donc globalement, comptez 1 à 2 pour monitorer vos consommations. Si je donne une image, Guillaume, sur la conduite et l'exploitation, c'est Hmm. comme le chauffeur du bus qui travaillerait avec le garagiste du bus le matin sur le même trajet. Et si on disait à ces deux personnes, si vous économisez 5 à 10 du diesel sur votre trajet quotidien le matin, on vous en redistribue la moitié, je mets ma main à couper qui irait au-delà de l'objectif. Donc, c'est vrai que les contrats d'exploitation, quand ils sont bien écrits, bien construits, bien pilotés, il faut les trois, c'est performant. C'est clair. Et c'est vrai que si on n'a pas cette notion de conduite et un peu d'objectif énergétique, je te donne un autre exemple. J'aime bien tes images, moi, Frédéric, mais c'est dans une chaufferie, si on n'a pas d'engagement de performance énergétique, on va parfois laisser la chaudière de secours en bouillotte parce que ce qu'on veut surtout, c'est éviter une panne pour éviter de Exactement. l'intervention et du curatif. Si on a un objectif de performance, là, on va peut-être un peu plus réfléchir à comment est-ce qu'on cadence et cascade tout ça. Je vois que j'ai des questions qui viennent de la FEDEN, donc je vois que le syndicat est présent et je leur remercie. Mais globalement, vous avez tous les exploitants de la FEDEN qui peuvent vous accompagner sur cet objectif vertueux. La deuxième étape, effectivement, c'est de mettre en place une stratégie énergétique et digitale, hein. C'est lié aujourd'hui, hein. Donc, du coup, c'est comment je digitalise mon patrimoine, comment j'agrège toutes les données au même endroit. On en parle souvent, mais nous, on travaille avec des foncières, on travaille avec des bailleurs sociaux qui ont une dizaine de plateformes pour suivre, que ce soit les données énergétiques, les réseaux de chaleur, Enedis, Gaspard, et puis ensuite aller voir leurs différents exploitants de CVC, de chauffage, leurs sondes. Bon, l'idée, ça va être de créer un espace collaboratif où on vient réunir toutes les données au même endroit pour avoir une vision claire et qu'on ne débatte pas de la data, mais qu'on débatte plutôt de la mise en œuvre des actions découlant de cette data qu'on interprète. Le tout avec ensuite des ambitions en termes de sobriété et d'efficacité énergétique, où là encore, on a mis un budget, vous voyez, de 2 à 4 globalement, au total, quand vous rajoutez l'outil, régulièrement, vous êtes autour des 5 investis de votre budget énergie pour essayer d'aller plus loin dans la maîtrise de vos consommations. Une dernière étape, et là je vais redonner un peu la parole à Energy 3 Pro Watt, mais en donnant une conviction d'abord, c'est que pour tout ça, il faut quand même former ses collaborateurs. Alors, ça ne s'adresse pas qu'à ceux qui ont des energy managers. Vous êtes nombreux à ne pas avoir d'energy manager en interne et à faire confiance à des prestataires comme nous autres, Energy 3 Pro Watt ou Citron. Mais pour autant, vous devez avoir des personnes chez vous en conscience et capables de maîtriser les enjeux énergétiques. Et pour ça, il est important quand même et ça, je pense que Frédéric, tu ne me contrediras pas, de former ses collaborateurs.
Ouais, tu peux passer sur le slide suivant, mais en transition, ce qui est intéressant, c'est de donner des ordres de grandeur, c'est de faire comprendre que chaque action peut avoir un impact. Et donc, du coup, il faut faire monter les gens en compétences, leur donner quelques clés, leur donner quelques ratios. Et comme ça, on se rend compte que même à l'échelle de quelqu'un qui n'est pas forcément au contact de l'énergie tous les jours, eh ben, il y a des choses à faire. Nous, de notre côté, on a un historique très industriel, même si aujourd'hui, on a quand même une trentaine de pourcents de jobs dans le tertiaire. Mais sur la partie gauche du slide, vous voyez un petit peu toutes les utilités. Production de froid, air comprimé, vapeur, chauffage, ventilation, etc., où on est capable d'animer des ateliers d'une demi-journée sur ces thèmes-là pour bien comprendre les tenants et les aboutissants et comment aller chercher de la performance. Énergie 3 Pro Watt est aussi tamponné par la T2E pour animer ProRefi. Donc, c'est une formation qui existe depuis 8 ou 10 ans, en partie créée par Christophe, mon associé. Une journée de MOOC pour se remettre à niveau, 2 journées en présentiel et un accompagnement derrière. Euh, Ça marche à tous les coups. Quand on adresse un sujet, on l'améliore. Quand on mesure, on met en place des actions. Donc ça, c'est plutôt pour l'aspect technique. Et ensuite, sur la partie droite, il y a l'aspect plus achat et contrat. On a aussi une formation qui est tamponnée par la T2E sur bien acheter son gaz et bien acheter son élec. Donc là, c'est pour vous accompagner à mettre les bonnes pratiques en marche, euh, savoir où aller chercher le prix des marchés et puis vous positionner, alors peut-être pas au meilleur moment, mais en tout cas surtout pas au moins bon, parce que c'est là où ça fait très mal. Et enfin, on est aussi capable de vous accompagner sur la mise en place de l'ISO 50001. Et ça, c'est une démarche un peu plus de fond, mais les indicateurs, le suivi de ces indicateurs, permettre encore une fois à tous les coups, quand on s'en occupe, de faire baisser la facture, de faire baisser les consos et de faire baisser la facture. Très clair. Et du coup, là, on a essayé de faire aussi l'exercice toujours en pourcentage et on est tombé sur 3% de la masse salariale du service énergie. Voilà, ouais. Oui, parce que c'est des formations qui durent quelques jours. Après, l'intérêt, c'est de faire un petit peu du refresh, de se faire accompagner 1 ou 2 journées à l'année pour être sûr que ce qui a été mis en place fonctionne, porte ses fruits. Mais effectivement, avec peu de budget, on arrive à faire de la rentabilité assez rapidement sur les énergies. Ça, donc, on a mis les avantages bon, bah, de rester compétent. C'est important de pouvoir interagir en conscience des sujets, d'avoir un vernis qui permet d'interagir avec les experts quand on traite de vos parcs immobiliers, bien sûr, mais aussi de fidéliser ses collaborateurs dans un secteur, et on est bien placés, nous autres, pour en parler, qui a été très concurrentiel, hein. Là, c'est certain que l'énergie management s'est démocratisé, c'est une bonne chose, mais du coup, sur un marché où on n'a peut-être pas assez d'énergie manager, forcément, c'est un enjeu pour une entreprise comme nous autres que de fidéliser nos collaborateurs, et ça passe par de la formation sur des sujets techniques et technologiques qui sont en constante évolution. OK pour ce sujet. On va résumer un peu ce qu'on s'est dit pour ensuite passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur le question-réponse. Mais globalement, ce qu'on a dit, globalement, c'est d'investir 5% de son budget énergétique en énergie management pour escompter un gain énergétique moyen de 10 à 20%. Alors là, pardon pour ce râteau, et en plus, il est trop court. C'est clair que si vous maîtrisez bien votre patrimoine, nous, il y a des sites où on trouve 5% d'économie d'énergie. Je veux dire, quand c'est bien géré, c'est parfois très bien géré. Et sur d'autres qui partent de très loin, on a pu faire des gains bien plus importants. Si on voulait, là, on aurait pu mettre un énorme chiffre, mais là, on a décidé de mettre un gain moyen. Ce qui est certain, c'est que en couplant sobriété, efficacité et maîtrise de son parc, en général, les 10%, on les atteint, on les atteint. Et on peut aller facilement jusqu'à du 20%. Parfois, on va bien au-delà. Parfois, on n'atteint pas non plus les 10%. Mais souvent, si on ne les atteint pas, c'est que déjà, vous maîtrisez pas mal le site en question. Mais vu qu'on parle de grands parcs immobiliers, si on fait une moyenne entre les sites que vous gérez bien, ceux que vous gérez moins bien, 10 à 20%, c'est vraiment la moyenne constatée. Et Ouais. pour l'illustrer, alors tu as peut-être un mot là-dessus, Ouais, Frédéric. en fait, on a beaucoup de gros sites tertiaires en suivi des consommations énergétiques par le biais d'un contrat de performance énergétique sur site. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sans investissement, on pouvait dissocier élec et gaz, c'est-à-dire ou élec et chaud. Mais sans investissement sur le chaud, on est assez serein sur une réduction des quantités consommées à 2 chiffres sur le chaud. Alors que sur l'élec, il y a un petit peu plus d'inertie et donc on est plutôt assez serein sur un engagement de réduction, allez, à 5%. Mais du coup, Ouais. si on se dit sur le chaud, je fais moins 10,
Et sur l'élec, je fais -5. Sans investissement, on est quasi bon. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, enfin, on arrive à la même conclusion, hein, ça dépend effectivement d'où on part et de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de faire. Mais là, on était sans investissement, effectivement, parce que, et là, on voit bien, hein, c'est-à-dire qu'en ayant une bonne maîtrise de ces bâtiments, on n'atteindra pas les 40% du décret tertiaire, il y aura forcément des notions de CAPEX à ajouter, mais finalement, c'est important d'essayer d'avoir ces gains-là, parce qu'on sait que les CAPEX sont de plus en plus importants pour obtenir des économies, hein, c'est logarithmique, hein. Les premiers euros que vous investissez génèrent beaucoup de gains, les derniers, il faut mettre de plus en plus d'euros pour des gains un peu moins importants. Donc de se dire qu'on réduit de 10 à 20% ce premier enjeu d'économie de 40%, en termes d'équivalent CAPEX, c'est conséquent. On a voulu mettre un exemple. On a déjà fait un webinaire commun avec eux, hein. Il s'agit là d'une région bancaire qui a investi globalement 2% de son budget énergétique en énergie management plus EMS, donc un peu moins que ce qu'on vous a indiqué avant, mais qui ont aussi mis quelques CAPEX parce qu'on a mis en place des horloges dans les agences bancaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une agence bancaire, vous le savez, en tant que client, c'est fermé 70% du temps, la nuit, les dimanches et les lundis. Et pour autant, toutes les agences bancaires n'avaient pas un comportement qui reflétait cet usage. Et on en a, historiquement, c'était pas une priorité, parce qu'on se focalisait plutôt sur les gros sites administratifs, parce que ça ne consomme pas énormément une agence bancaire en soi par rapport aux gros sites. Sauf que vu que sur une région bancaire, il y a 5 sites administratifs et 200 agences, bah, le poids des agences, ça reste quand même plus de 2 tiers de la consommation. Et donc en se concentrant sur ce sujet-là et en mettant des horloges lors des rondes de maintenance finalement de ces agences, on a pu avoir un gain énergétique de 22% avec un ROI à moins de 5 mois sur les agences impactées. Et la conséquence un peu visuelle qu'on peut voir, c'est là où avant les consommations étaient assez diffuses, et ben là, le parc, alors tout n'a pas encore été mis en place, mais on voit que les consommations sont en train de se concentrer en lien avec les périodes de consommation. Donc là, on a mis l'exemple du siège, en l'occurrence, de cette région bancaire, mais si j'avais mis les agences bancaires, on verrait très nettement les consommations du dimanche et du lundi. Donc là, on voit tout l'intérêt de manager ces consommations couplé avec des CAPEX à temps de retour court. Et ça, il y en a, surtout si on considère les différentes aides et les C2E disponibles pour le faire. Voilà, on va passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à ajouter, Frédéric, là, avant d'arriver aux questions-réponses. Sinon, on va basculer. Ajuster le fonctionnement des équipements aux besoins. Moi, j'ai le même exemple que toi sur des blocs opératoires dans la santé, Oui. où on s'est rendu compte qu'ils étaient maintenus 24/24, température, en pression, en hygrométrie, alors qu'en fait, ils opéraient du lundi au vendredi soir. Donc, mais c'est toujours la même chose, c'est de quoi j'ai vraiment besoin. Et ça, c'est sûr que là, en plus, quand tu as le bloc opératoire, bah, il y a un accompagnement, un peu comme dans l'industrie aussi, sur les températures du froid. Il y a un accompagnement du changement, parce qu'il y a pas mal de certitude sur le fait que c'est critique et donc dangereux que de challenger ces modes d'opératoire. Et en l'occurrence, il faut les challenger, mais ça demande aussi du temps et une méthodologie hein, pour considérer qu'on peut le faire sans pour autant mettre en péril quoi que ce soit, surtout quand on parle d'un bloc opératoire. Ouais, et beaucoup de méthodos pédagogiques. Beaucoup de pédagogie. Clairement. On est Très d'accord. bien. Alors, on a des premières questions. Je vais procéder la première question. Donc là, bah, eh bien, ça, les premières questions étaient plutôt liées à l'achat d'énergie. La question, c'est de savoir si la personne a bien compris, à savoir que c'est le bon moment pour renouveler son contrat, y compris pour 2026 et 2027. Alors, tout à fait, ouais, c'est un petit peu ce qu'on montrait sur les courbes. Je ne sais pas si tu peux y revenir rapidement. Sur la courbe 12 mois, on le voit bien. Hop, voilà, super. En fait, c'est un très bon moment. Pourquoi? On l'a dit, le 60 euros, c'est un très bon indicateur parce qu'on estime que les coûts de production du nucléaire sont à peu près de ça. Mais c'est pas que ça, parce que il y a une décorrélation entre les marchés physiques et financiers. Donc après, ça peut encore diminuer. Mais ce qu'on peut dire et ce qu'on est sûr, c'est que le potentiel baissier, il est très peu important par rapport au potentiel haussier. Et en fait, c'est ça, hein, en fait, tout dépend après comment on manage son contrat et qu'est-ce qu'on veut chercher. Mais si on veut un peu de stabilité budgétaire, contractualiser maintenant, c'est être serein pour l'avenir, alors que le potentiel baissier est peut-être de allez, 5-10 euros mégawattheure dans le meilleur des mondes, alors que le potentiel haussier, s'il y a n'importe quel événement qui arrive, eh bien, il peut être beaucoup plus important. Donc oui, dès maintenant, et on le voit puisque les cours 26-27 sont très serrés les uns des autres, le spread, l'écart entre ces cours-là est très faible et on est déjà à cette limite-là de 60 euros. Et ben ça peut être très intéressant dès maintenant. Et donc, j'incite tout le monde à se poser la question pour éviter de passer à côté de cette opportunité. Nous, on aime bien dire que si vous aviez contractualisé pendant le Covid, pendant 3 ans, vous auriez passé la crise des marchés sans aucun problème. C'est pour vous donner un exemple. Quand il y a un bon prix,
C'est le bon moment pour y aller. Il ne faut pas se poser 15 fois la question. 5 euros mégawattheure, alors, je sais que suivant les enjeux, ça peut être plus ou moins important, mais par rapport à un potentiel haussier d'une quinzaine, vingtaine, cinquantaine, centaine d'euros mégawattheure, ben, le choix est vite fait. Si je En fait, résume, on ouais, pourrait je complète, Guillaume. En fait, le public aujourd'hui est supposé être un petit peu plus tertiaire. Euh, il faut se poser la question, quelle est la part de l'énergie dans ma structure de coût? Et en fonction de cette part-là, à un moment donné, il faut se dire, voilà, mon métier, c'est quoi? C'est acheter de l'énergie ou c'est faire tourner mon entreprise? Aujourd'hui, on est sur des prix qui permettent de passer à autre chose, en fait. L'énergie, on le prend, on le met derrière et puis on se concentre sur son business. Après, ça ne va pas être le même discours si on est dans une entreprise sidérurgique où l'énergie représente 20 à 30 de son coût. Là, oui, effectivement, on va aller sur des blocs plus spot, on va mettre une période à temps plein pour acheter, on va profiter des prix négatifs, etc. Mais en fait, voilà, on n'est pas des traders. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'achète une fois, on reste en veille pour prolonger le contrat, mais quand il y a des opportunités, il faut les prendre et il ne faut pas essayer d'aller chercher la promo. Ouais, je suis d'accord. Donc là, hypothétiquement, on pourrait se dire que on pourrait essayer de gratter 10% dans le bon sens, dans le meilleur des mondes. Et encore, il faut rappeler que c'est dilué par le prix des taxes à côté, hein. Donc sur le prix On global, est d'accord? l'impact n'est pas si important. Et par contre, il se pourrait que ça augmente fortement. Et c'est vrai que quand j'entends les clients, pour beaucoup, ce que vous voulez maintenant, c'est aussi la sérénité. Ce que disait Frédéric, c'est d'avoir un budget un peu maîtrisé pour pas passer trop de temps sur ce qui était devenu une contrainte pour beaucoup d'entre vous, même dans le tertiaire, quand vous avez acheté malheureusement au mauvais moment en 2022. Donc effectivement, là, une bonne pratique, c'est peut-être de sécuriser un achat qui sera bon. Peut-être qu'il aurait pu être optimisé de 5%, mais c'est loin d'être sûr. Mais globalement, l'idée, c'est d'acheter maintenant et de se concentrer sur la baisse effective des consommations. Il y a une question sur la prime de flexibilité. Est-ce que c'est valable pour tous les acteurs tertiaires? Alors, je prends la question. Prime de flexibilité. Quand on dit prime de flexibilité, ça veut dire qu'on est capable de moduler sa consommation en fonction du prix du marché. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, dans les grosses cliniques ou les gros hôpitaux, il y avait des groupes électrogènes. Et on rémunérait ces gens sur leur capacité, pendant les journées où il y avait du stress sur le réseau, à tourner sur le groupe électrogène et à ne pas aller chercher d'électricité sur le réseau. Euh, et ça a été très, très rémunérateur au moment où il y avait peu de capacité de production. Aujourd'hui, la législation a changé. Euh, mais dans le tertiaire, c'est un petit peu moins facile que dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on va être capable de reporter dans le tertiaire? Si c'est du bureau, on va pas dire aux gens de rentrer chez eux. Si c'est en hiver, on va pas couper le chauffage. Si c'est en été, on va pas couper la clim parce que de fait, on va dire aux gens de rentrer chez eux. Donc, c'est un peu plus compliqué dans le tertiaire. Par contre, je peux vous donner un exemple, c'est que nous, on a une présentation la semaine prochaine sur un projet qui couple de la production photovoltaïque avec du stockage élec. Et effectivement, on arrive à avoir des rentabilités en prévoyant de garder un petit peu d'énergie disponible au moment où le réseau en a le plus besoin. Donc, ça marche. Je pense que ça va être de plus en plus rémunérateur. Donc, je pense que c'est intéressant de s'en occuper. Après, c'est peut-être un petit peu moins dédié au tertiaire qu'à l'industrie. Sauf à se dire qu'on produit effectivement en autoconsommation du solaire et qu'on stocke, quoi. C'est ce que tu dis. Il faut avoir capacité. Ça, il y a des projets qui commencent à avoir le jour en mixant ces deux technologies. Ouais. Ouais, ouais, ça a du sens. Il y a une question ensuite sur certains disent que le dossier de modulation doit être déposé en 2027, sachant que les déclarations de conso a été décalées d'un an. Et je rajouterai ainsi que les années de référence. Avez-vous des infos? Aujourd'hui, les textes disent 2026. Il est clair que si on considère un peu j'ai envie de dire la jurisprudence, ça pourrait être décalé à 2027. Aujourd'hui, on n'a rien de tangible pour le dire, donc c'est théoriquement 2026, hein, tant que le texte dit pas autre chose. Ça sera potentiellement décalé. Bon, moi, ce que je pense surtout, c'est que ceux qui n'ont pas fait d'audit énergétique ou qui doivent renouveler leur audit réglementaire, c'est l'occasion peut-être de cibler les sites qui ont des enjeux décret BAX ou modulation pour coupler ces deux actions. Je donne un petit chiffre quand même qui me paraît intéressant, c'est quand on fait un décret BAX, un audit pour regarder comment on se met en compliance avec le décret BAX, à 80%, enfin l'usine énergétique,
puisqu'on regarde les systèmes de CVC, on regarde le sous-comptage, globalement, c'est quasiment le coût d'un audit énergétique. Pas tout à fait, mais quasiment. Alors que si on rajoute du BAX à un audit énergétique, le surcoût n'est pas du tout de la même proportion. Parce que oui, il faudra aller un peu plus loin sur les sujets de pilotage et les scénarios à faire sur la partie automate et sous-comptage, mais c'est dans une proportion bien moindre. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas faire au minimum. Je crois que c'est fini cette époque où on fait l'audit sur la flotte automobile et on refait les sites qu'on a déjà fait pour payer moins. Je pense que là, ça coûtera plus parce qu'on devra fatalement tôt ou tard auditer les sites, que ce soit pour le décret BAX, les dossiers techniques de modulation ou le schéma directeur énergétique. Donc je vous encourage plutôt à réfléchir en dans 2025-2026, j'ai probablement des audits à faire. Et bien là, j'étudie ceux qui sont les plus éligibles théoriquement au dossier technique de modulation. Pour l'assujettissement au décret BAX, on fait la somme des puissances de chaud et de froid, ou bien la plus importante des deux. Alors on les somme, mais il y a l'exception des installations réversibles, en fait, hein, des pompes à chaleur notamment, où là, on va prendre la plus importante, effectivement. Donc bien souvent, c'est celle chaude, mais on prend la plus importante pour déterminer si on est ou pas soumis. 290 kW, c'est pas énorme, hein. Vous verrez, nous, on a fait plusieurs simulations, ça dépend de la zone où vous êtes. Mais globalement, dites-vous que si vous êtes soumis au décret tertiaire, vous êtes soumis au décret BAX. Il n'y a pas de débat. Et à quel seuil? C'est peut-être le seul débat. Est-ce que c'est le seuil de 2025 ou 2027? Et quand vous faites plus de 500 mètres carrés, si vous êtes dans le nord, c'est très, très vraisemblable. Si vous êtes dans le sud, peut-être un peu moins. Ça vous donne un petit peu des niveaux de réflexion à avoir. Et je crois que là, on a hop, fait le tour des 5 questions qu'on avait. Donc là, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez, on arrive au bout du temps de toutes les manières, donc c'est parfait. Est-ce que de votre côté, vous avez un petit mot de conclusion que vous voudriez avoir ou réagir aux dernières questions comme je viens de le faire? Moi, j'aimerais bien conclure sur le fait qu'il y a plein de réglementations qui nous tombent dessus. Et, euh, et en fait, il faut essayer d'utiliser ces contraintes. Alors, c'est un peu tarte à la crème, ce que je vais vous dire, et les transformer en opportunités. Euh, il y a 10 ans, il y avait les premiers audits réglementaires, on les faisait, ils finissaient dans un tiroir. Et avec l'augmentation des prix de 2022, on s'est dit, mince, pourquoi on n'a pas mis ça en place? Donc aujourd'hui, utilisons tout ce qui nous est imposé pour, euh, pour le mettre sur la table et se dire, voilà, et je commence par les premières précaux qui sont les plus rentables. J'utilise ce budget dégagé pour faire la deuxième, j'utilise pour faire la troisième. Mais je pense que c'est le moment de passer à l'action parce que l'énergie pas chère, c'est fini. Donc il faut qu'on se le dise. Ça sera de toute façon de plus en plus cher. Donc il faut qu'on agisse. Et c'est important parce que là, on voit, là, on constate là, cette année qu'il y a de nouveau des appels d'offres sur des audits, notamment dans le domaine public, qui sont un peu des audits un peu minimalistes quand même. Donc, bon, faut s'interroger. Est-ce que cet audit va être structurant pour mon schéma directeur dans le cadre du décret tertiaire? Auquel cas, il faut peut-être rendre un peu plus robuste l'audit en intégrant des simulations thermiques, de l'instrumentation, des choses comme ça. Là, bon, il y a vraiment deux comportements sur le marché, hein. Des audits un peu solides où on sent bien que c'est dans un but de structuration et des audits un peu plus à minima qui, à mon avis, c'est une économie très court terme, mais ça nécessitera de refaire des études par la suite. Donc, je ne suis pas certain quand on sommera les deux coûts, on soit vraiment en dessous du coût initial si on avait tout de suite considéré l'enjeu. Eh bien, parfait. On arrive au bout de cet échange. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé. Je remercie bien sûr Energy 3 Pro Watt d'avoir partagé leur expertise. Donc, vous avez compris, hein, si vous avez des enjeux d'achat d'énergie ou des enjeux attenant à la formation, ils sont évidemment disponibles pour en débattre avec vous et pour vous accompagner dans le domaine. Merci Frédéric et merci Quentin et merci à vous tous. Merci Guillaume, merci Aubery. Bonne fin de journée à tous. Au Au revoir. revoir.